Cette vidéo est sponsorisée par The Choucroute Garage. Et oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le 30 juin dernier, j'ai annoncé un gros changement sur la chaîne, de manière un peu abrupte pour ceux qui n'ont pas suivi le live. Et donc je me suis dit qu'il était temps de clarifier tout cela. The Choucroute Garage ne disparaît pas, mais change de statut. De chaîne YouTube, le nom devient celui de la société de production. Long Range est la chaîne de la mobilité électrique, tandis qu'Inside The Choucroute Garage reste la chaîne de la communauté, avec les comptes rendus de rencontres, les lives FAQ et tout ce qui n'entre pas dans la ligne éditoriale de Long Range. Et enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une troisième chaîne vient de voir le jour, SpaceX Channel FR. Proposer un contenu clair, simple et intéressant en français sur SpaceX était dans les cartons depuis des années, et j'ai décidé de me lancer. Calqué sur les formats de Long Range, SpaceX Channel FR est un pur produit Choucroute Garage. Si vous aimez Long Range et que l'espace vous intéresse, nul doute que vous allez adorer. Donc en résumé, la mobilité électrique c'est sur Long Range, l'espace selon Elon Musk c'est sur SpaceX Channel FR et la convivialité c'est sur Inside The Choucroute Garage. N'hésitez pas à vous abonner à toutes ces chaînes si ce n'est déjà fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est gratuit et en plus, cela aide à référencer les chaînes et à les faire perdurer. Les liens sont dans la description. Merci d'avance et je vous laisse avec votre épisode. Présenté en mars 2019 et bien qu'il ne présente aucune nouveauté stylistique majeure, le SUV dérivé de la Model 3 est très attendu par la clientèle européenne. Plus compact que son grand frère Model Y, il n'en a pas les exubérances et pourtant, sa venue prochaine fait couler beaucoup d'encre. Si Tesla est aujourd'hui sur une pente ascendante, la mondialisation de sa commercialisation est bien plus compliquée que prévu et engendre des retards et inquiétudes. Mais Elon Musk n'est pas homme à se laisser abattre et il pourrait bien nous surprendre avec un changement de cap concernant la production et la commercialisation de son modèle Y. Voyons cela en détail. Depuis maintenant plus d'une décennie, le SUV prend de plus en plus de place sur le marché automobile mondial. Tandis que les années 80 ont été trustées par les familiales compactes, les années 90 par les monospaces, le début du 21e siècle a vu l'arrivée des voitures hybrides puis électriques. Si ces dernières sont plus efficaces lorsqu'il s'agit de voitures basses, la praticité et la versatilité du SUV n'est plus à démontrer et emporte l'adhésion du public. En Europe, ce sont près de 40% des voitures vendues qui sont des SUV et en France, plus de 41%. Les berlines reculent avec une perte de près de 4% du marché en 2020, essentiellement pour les grands et moyens modèles. Les citadines représentent 20% des ventes avec les modèles les plus vendus dans l'Hexagone comme les best-sellers Clio et 208. Cette tendance se confirme dans le reste du monde avec une forte poussée des SUV en Amérique du Nord au détriment des imposantes berlines familiales et lourds monospaces en vogue jusqu'à présent. En Chine par contre, l'attachement à la berline reste fort et c'est le seul marché où le SUV peine à progresser vers la première place. Nous verrons que cette situation aura un fort impact sur ce qui va suivre. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la voiture électrique est plus efficace pour les voitures basses, mais ceci est également vrai pour les thermiques. Je digresse un peu du sujet de départ, mais toutes ces notions sont importantes. Deux choses influencent l'autonomie, l'aérodynamique et le poids. La première notion à prendre en compte lorsque l'on parle de voiture électrique est la quantité d'énergie qu'on transporte. Un litre d'essence représente l'équivalent de 9,63 kWh et un litre de diesel 10,74 kWh. Pour une berline disposant d'un réservoir de 50 litres, ce sont plus de 480 kWh qui sont disponibles pour une essence et 540 pour une diesel. Lorsque l'on compare aux 57 ou 82 kWh d'une batterie de Tesla Model 3, la différence est énorme. Un SUV est réputé moins efficace d'environ 10% que son équivalent en berline selon Elon Musk. Pour les modèles thermiques, ce n'est pas aussi simple. Prenons l'équivalent en diesel. Le rendement d'une voiture thermique moderne sans hybridation est d'environ 30% pour les autos les mieux pourvues. On voit des chiffres plus élevés, mais c'est juste pour le moteur, sans tenir compte des énormes pertes dues au reste de la mécanique, boîte de vitesse et transmission notamment. Une voiture thermique disposera donc théoriquement au mieux de 160 kWh d'énergie disponible pour rouler. Une perte de 10% liée à l'architecture du SUV reviendrait à avoir une batterie de 144 kWh.
Pour une électrique, la quantité d'énergie disponible au final est moitié moindre. C'est là que l'optimisation prend tout son sens et qu'on découvre que la conception d'une voiture électrique n'est pas aussi facile que ce que l'on croit. Si on prenait une voiture thermique et qu'on lui mettait une propulsion électrique, elle perdrait la moitié de son autonomie. Or, ce n'est pas le cas pour les autos bien conçues. Le poids est le premier ennemi, même si le couple énorme et sa disponibilité donnent une voiture bien plus vive en électrique que son équivalent thermique. Pour limiter ce poids, les autos doivent être le plus simple possible et adopter des matériaux comme l'aluminium. En plus d'être facilement recyclable, une telle structure est légère, rigide et résistante dans le temps, avec une meilleure tenue à la corrosion. Petite parenthèse pour casser une idée reçue, l'aluminium s'oxyde également, comme l'acier. La différence c'est que l'oxyde d'aluminium à la surface d'une pièce protège celle-ci, tandis que la rouille s'étend, elle, en profondeur. On est dans le même cas d'ailleurs pour l'acier inoxydable, avec de l'oxyde de chrome qui protège la tôle en dessous. En limitant le nombre de boutons de commande et de modules électriques ou électroniques à bord, on limite le poids de ces éléments, mais également celui des câbles qui leur sont associés. Même la pompe à chaleur et le système de refroidissement ont un rôle à jouer dans la réduction de poids. Moins de liquide, moins de conduite et de pièces va permettre de gagner de nombreux kilos. Autre point d'économie, les isolations thermiques et phoniques. Réduire ces éléments permet d'économiser du poids et de réduire les coûts. Tesla était d'ailleurs allé un peu loin dans cette suppression, au point d'avoir des autos presque aussi bruyantes que les meilleures thermiques. Ils sont revenus en arrière en améliorant vitrage et filtration des bruits sur les derniers modèles. Pour la structure, l'usage des pièces moulées en lieu et place d'ensembles emboutis et soudés réduit le poids et la complexité de fabrication. Le poids des batteries va également être déterminant et l'utilisation de la technologie Roadrunner chez Tesla va également permettre de réduire l'impact sur le poids. Pour ce qui est de l'aérodynamique, une voiture électrique se doit d'être lisse et s'approcher le plus possible de la forme d'une goutte d'eau en mouvement. Les besoins réduits en refroidissement vont aider à réduire la traînée aérodynamique, mais également permettre d'avoir un flux d'air sans vortex. L'air chaud évacué par les moteurs thermiques va perturber les écoulements d'air et rendre la forme de l'auto moins efficace. Au final, un SUV thermique pourra parcourir entre 500 et 600 km avec son plein, tandis que le SUV électrique en fera 350 à 450. Avec moitié moins d'énergie, le modèle Y ne parcourra que 25% de kilomètres en moins. Une Model 3 Long Range parcourt de 400 à 500 km, tandis qu'une thermique équivalente pourra monter à 700 dans des conditions idéales. On voit donc que le passage à la voiture électrique va être moins impactant à l'usage pour le SUV que pour la berline. Passons maintenant à un sujet crucial en ce qui concerne le modèle Y. En effet, la voiture est actuellement produite avec des packs construits à partir de cellules cylindriques 2170. La voiture fabriquée aux États-Unis utilise des batteries fabriquées dans la Gigafactory 1, dans le Nevada, avec le partenaire historique de Tesla, Panasonic. Le pack contient actuellement 4416 cellules, ce qui lui permet de contenir près de 85 kWh. Pour la version chinoise, le nombre et la disposition des cellules est le même, mais la chimie utilisée est un tout petit peu plus ancienne et un peu moins efficace. C'est le fabricant coréen LG Chem qui produit les cellules dans une usine chinoise et la capacité chute à 78 kWh. Pourtant, cette configuration n'est que temporaire. En développant ces cellules 4680 Roadrunner, le constructeur californien va remanier profondément la voiture, à la fois au niveau des batteries, mais aussi du process complet de fabrication. Prévu pour entrer en production à Austin au Texas et à Berlin, cette Model Y Roadrunner disposera d'un pack plus léger, avec environ 4 fois moins de cellules, mais également avec une structure révolutionnaire. Les cellules disposées en nid d'abeille seront solidarisées avec une résine structurelle et ignifuge. Le pack sera alors une pièce unique et indémontable. Nous allons voir que cela a son importance. Une fois dans son boîtier de métal qui assure à la fois la protection du pack et son contrôle thermique, la batterie remplace purement et simplement le plancher de l'habitacle. Avec la fabrication de sous-ensembles avant et arrière à l'aide de presses gigantesques, tout le soubassement de l'auto ne sera composé que de 3 pièces solidarisées entre elles par des boulons. S'il sera possible de remplacer un pack défectueux, il sera en revanche impossible de le réparer, en raison de sa nature monobloc. Le nombre de cellules et donc de connexions étant réduit, les risques de panne sont faibles, mais le coût d'un tel remplacement serait largement plus important que celui d'un simple module, voire d'une cellule unique défectueuse. Les cellules Roadrunner doivent donc être au moins aussi fiables que les anciennes 2170 si Tesla veut limiter les risques. Afin de garantir cette fiabilité, Tesla a besoin de réaliser des tests
et de produire autant de cellules que possible pour en valider le procédé de fabrication. C'est la fonction principale de l'usine test de Fremont située sur Keto Road, tout près de l'usine Tesla. Or, cette usine est une entité appartenant totalement à Tesla. Nul doute qu'il existe des échanges d'idées et de technologies entre le constructeur américain et ses fournisseurs de batteries. Il est toutefois probable qu'il existe encore des secrets de fabrication qu'Elon Musk ne veut pas partager. Panasonic en produira à la Gigafactory 1, tandis que LG Chem et CATL les produiront en Chine. Les chimies utilisées seront des lithium fer phosphate et nickel manganèse pour CATL et uniquement nickel manganèse pour les deux autres. Tesla se réserve la production des cellules les plus avancées techniquement, appelées high nickel, dans les unités de production de Keto Road, Austin et Berlin. Ces deux dernières usines ne sont pas encore sorties de terre et ne pourront assurer l'approvisionnement avant quelques mois, voire quelques années pour Berlin. Et des cellules, il va en falloir. Avec les capacités de production prévues, les prévisions pour 2022 sont énormes. Avec 1 million de modèles Y produits, ce sont plus d'1 milliard de cellules qu'il faudra produire. Ce sont donc 2 700 000 cellules qu'il faut produire quotidiennement pour parvenir à ce chiffre. C'est juste énorme. On le voit, les enjeux sont immenses, mais les défis à réaliser le sont aussi. Où que j'aille en ce moment, lorsque l'on parle de Tesla, deux sujets sont dans toutes les bouches, le modèle Y et la modèle 2. Combien de fois ai-je entendu parler de « Oh, j'attends le modèle Y pour commander ». Impossible d'en faire le compte tant cette phrase revient souvent. On l'a vu, l'engouement pour les SUV est une tendance de fond et elle se renforce de mois en mois. Le modèle X était trop gros et trop cher pour contenter la demande. C'est au modèle Y de faire le job. Il a l'allure d'un SUV, la praticité d'un SUV, le style d'un SUV, mais ce n'en est pas tout à fait un. Pour des raisons évidentes d'aérodynamique, le modèle Y a moins de garde au sol qu'un SUV classique. Pas grave, puisqu'il n'a pas vocation à s'aventurer hors des routes et chemins carrossables. De plus, cette configuration lui donne un avantage en termes d'autonomie, mais aussi d'espace intérieur. Entre la configuration de sa planche de bord minimaliste, son architecture électrique concentrant toutes les parties techniques dans le plancher, ses grandes surfaces vitrées, il est le champion de l'impression d'espace dans les SUV. On se croirait justement dans un espace. Il combine les avantages du monospace et du SUV, ce qui en fait le plus désirable des véhicules actuellement sur le marché. Pourtant, la concurrence arrive avec le Ford Mustang Mach-E, le Volkswagen ID.4 ou les doublettes Hyundai Kia. Pourtant, aucun de ces concurrents n'arrive à égaler, même de loin, la praticité et les performances du Tesla. Mais ils sont déjà en vente en France. Si la demande est très forte, l'offre ne suit pas, et la situation industrielle du constructeur californien laisse augurer des retards de production de la nouvelle version Roadrunner du modèle Y. Voilà qui est épineux et relève de la quadrature du cercle. On entre maintenant dans le cadre des rumeurs et des conjectures. Pour y voir plus clair, il faut mettre en parallèle plusieurs faits. Premièrement, si les ventes de SUV en Chine ne progressent pas aussi vite que dans le reste du monde, l'usine de Shanghai augmente progressivement son rythme de production, jour après jour. L'effet de nouveauté étant passé, les Chinois ont également une offre qui s'étoffe, et le modèle Y doit faire face à une forte concurrence locale. D'un autre côté, l'usine de Berlin n'est pas encore prête à produire en grande quantité et sera, selon toute vraisemblance, équipée pour produire la version Roadrunner uniquement. Or, la quantité de cellules nécessaires n'est pas encore disponible. Avec le démarrage de l'usine d'Austin qui devrait devancer l'unité allemande, le début de la production en série des semi-remorques et des Cybertrucks, gourmands en cellules 4680, il faudra attendre encore quelques mois avant de disposer d'une cadence de production acceptable pour approvisionner l'Europe, et donc la France. Par le passé, Tesla a démontré ses capacités d'adaptation en introduisant des modèles 3 SR+ chinoises sur le marché français en 2020. La baisse de prix de l'auto a induit un appel d'air énorme en raison du bonus écologique favorable, alors que l'approvisionnement avait repris son cours antérieur avec des SR+ américaines. Il n'a fallu que 3 mois pour booster la production des autos chinoises pour approvisionner de nouveau l'Europe de manière durable avec cette version d'entrée de gamme. La chaîne logistique étant en place et la production des modèles Y en forte progression, toutes les conditions sont réunies pour permettre de vendre enfin le SUV moyen de Tesla en Europe. Et les rumeurs semblent corroborer cela, en plus avec des détails. Selon certaines sources proches de Tesla sur Twitter et sur le réseau social chinois Weibo, les premières livraisons de modèles Y en Europe pourraient arriver dès le 3e trimestre 2021.
Voilà de quoi contenter les plus impatients et leur éviter de succomber au charme de la concurrence. Le hic? Eh bien, ces modèles Y ne seront pas des versions Roadrunner. Théoriquement parlant, les modèles Y classiques et les Roadrunner diffèrent en un seul point, l'architecture de leur soubassement. Mais pour quelle différence à l'usage? Une modèle Y Roadrunner sera un peu plus légère à capacité de batterie égale. La technologie de ces cellules permettra également de recharger un peu plus vite que la version classique, avec surtout une courbe de charge plus élevée tout au long de la recharge. La nouvelle unité de peinture de Berlin permettra de disposer de nouvelles couleurs, et la rigueur allemande débouchera sur de meilleurs ajustements et une amélioration de la qualité perçue. Et puis c'est tout. Autrement, les prestations seront très proches. Donc, pour qui n'a pas besoin de supercharge fréquente ou d'une autonomie légèrement meilleure, peu importe quelle version lui sera proposée. Seuls les aficionados ou les pinailleurs verront la différence. En ce qui concerne le prix, on peut s'attendre à des différences, mais rien de spectaculaire. Tant que les investissements ne seront pas amortis, les versions Roadrunner ne seront pas moins chères pour autant. Voyons maintenant comment Tesla pourrait introduire le modèle Y en Europe en faisant évoluer son offre en fonction des capacités de production. Je pense que Tesla commencera par introduire la Long Range Dual Motor et la Performance, produite en Chine. La chimie améliorée des versions américaines pourrait être utilisée afin de garantir une meilleure autonomie. Tesla pourrait alors utiliser les canaux d'approvisionnement de la Model 3 SR+, et ainsi contenter la clientèle. Lorsque l'usine de Berlin pourra commencer à fournir en nombre courant 2022, la version Roadrunner viendra remplacer ces autos en provenance de Chine. Toutefois, la demande est si forte qu'il faudra un certain temps pour y répondre totalement avec la seule usine de Berlin. On pourrait voir alors arriver une nouvelle version Standard Range avec un seul moteur, mais basée sur des cellules 2170, toujours produites à Shanghai. Tesla ferait alors d'une pierre deux coups en augmentant ses ventes tout en utilisant au mieux ses capacités de production chinoises. Enfin, comme l'a annoncé Elon Musk, les batteries 4680 auront une version lithium-fer-phosphate. Moins denses énergétiquement que ses homologues nickel-manganèse, elles seront parfaites pour produire la Standard Range à Berlin sans perturber la production des autres modèles. Une fois la transition faite pour l'usine européenne, la Gigafactory de Shanghai pourra être mise aux normes de sa sœur allemande et y produire les modèles Y Roadrunner. Le scénario sera légèrement différent outre-Atlantique. L'arrivée des modèles Y Roadrunner se fera par l'usine d'Austin et lorsque ses capacités de production auront atteint leur rythme de croisière, Fremont pourra à son tour être mis aux normes de la version Roadrunner. Nous sommes en ce moment même à une époque charnière de la marque Tesla, et ce à plus d'un titre. Le modèle Y est la clé de voûte du futur de la marque, et son plus grand atout. Pourtant, toujours sur le fil du rasoir, Elon Musk doit jongler avec de multiples contraintes. Pour vaincre les freins qui empêchent son entreprise de prendre un essor encore jamais vu dans l'industrie automobile, il doit prendre des décisions, parfois douloureuses et contestables, comme la suppression de la Model S Plaid Plus par exemple. Une introduction réussie de la Model Y en Europe doit être la marque du passage de l'état de start-up à celui de constructeur automobile à part entière. L'arrivée du semi-remorque, du Cybertruck et de la future compacte consolideront ce statut avec l'accession à des volumes de vente qui permettront à Tesla d'entrer dans la cour des grands. Mais ceci est une autre page de la riche histoire de Tesla que nous évoquerons bientôt avec un épisode sur ce fameux Model 2. Si vous ne voulez pas manquer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à Long Range et à activer toutes les notifications. Cela permet en outre de soutenir mon travail et d'assurer une plus large diffusion aux vidéos. Si cet épisode vous a plu, un pouce bleu ou un commentaire sont les bienvenus, tout comme les soutiens financiers par Tipeee, Utip et Spreadshirt. Merci d'avance. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Long Range. Prenez soin de vous. Ciao!